David Laroche est coach, conférencier, youtubeur. C'est un des plus jeunes talents du développement personnel et de la motivation. Ça fait quelques années qu'il fait partie des intervenants du sommet de la conscience. Au moment où j'enregistre ces introductions, il ne m'a pas encore envoyé le titre de sa conférence. Il m'a dit juste fais-moi confiance. Et comme David nous envoie à chaque fois des conférences passionnantes qui vous enchantent, je me suis dit, ok, je vais lui faire confiance. Il va nous envoyer une conférence aux dernières minutes. Vous allez la découvrir tout de suite. Et voilà, je ne connais pas le titre de la conférence et je suis sûre en même temps que ça va être incroyable. Je vous laisse avec David Laroche pour une conférence surprise à découvrir. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que vous êtes prêts à vous créer la vie qui vous inspire vraiment. Mon objectif dans cette vidéo, il est très simple. Partager avec vous 6 éléments qui, si vous les appliquez, vont avoir un impact majeur dans votre vie, que ce soit relationnel, professionnel, financière, spirituel, en termes de bien-être, en termes de capacité à exprimer vos idées. Ces 6 éléments qui ont radicalement changé ma vie et qui depuis changent la vie de centaines de personnes. Alors, déjà peut-être me présenter si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle David Laroche. Depuis 10 ans, j'ai une seule obsession. L'obsession de comprendre qu'est-ce qui fait que deux personnes qui ont grandi au même endroit, deux personnes à qui on a donné les mêmes chances, l'une se crée la vie qui l'inspire et l'autre non. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore voir des personnes, dans tous les domaines d'ailleurs, en train d'exprimer le meilleur de ce qu'elles peuvent exprimer, en train de pousser à l'extrême les limites du potentiel de l'être humain. Alors que ça soit pour moi de voir un footballeur qui fait des trucs incroyables avec ses pieds, que ce soit de voir un musicien qui arrive à me mettre les larmes aux yeux juste par comment il joue son instrument, que ce soit un professeur de voir sa manière où il arrive à transmettre des idées à des élèves qui à la base pensaient ne pas aimer la discipline, que ce soit des entrepreneurs qui arrivent à créer des trucs qui changent le monde. Je suis fasciné par la capacité que l'être humain il a, en tout cas s'il le choisit, d'exprimer son génie, d'impacter les consciences, de nous faire pleurer, de nous émouvoir, de nous toucher. Ce que je fais depuis 10 ans, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là, sportifs de haut niveau, entrepreneurs, artistes, pédagogues, cinéastes, pour essayer de décortiquer avec eux qu'est-ce qu'ils font que la moyenne des gens ne font pas. Comment ils mangent, comment ils respirent, qu'est-ce qu'ils se disent à eux-mêmes, quelle est leur manière de réagir à une difficulté, quelle est leur manière de voir des opportunités, quelle est leur manière d'organiser leur vie, quelle est leur manière de prendre soin d'eux, de leur corps, de leur mental, de leur bien-être, de leurs relations. Et mon obsession, c'est ça, c'est comment on fait pour à la fois aller au bout de ses rêves tout en profitant de sa vie. Et pour moi, une vie de dingue, c'est ça. C'est une vie où tu vas au bout de ce qui est important pour toi, au bout de tes rêves, et en même temps, tu arrives à apprécier pleinement ta vie. Donc, c'est 6 éléments dont je suis absolument certain qu'ils vont avoir un impact radical dans votre vie. C'est important pour moi de préciser ce qui, pour moi, va être la réussite de ce temps ensemble. Il existe des centaines de livres qui sont incroyables. Il existe des centaines de formations incroyables. Mais pour moi, la spiritualité, le développement personnel, les livres, les formations, les vidéos, même les miennes, et même celles-ci, ne sert absolument à rien si au final, ça n'impacte pas réellement ta vie. Sous-entendu, la souplesse que tu as dans le yoga, même si je trouve que le yoga est incroyable, et je conseille à plein de gens d'en faire et de le pratiquer, ne sert à rien si au final, tu n'es pas capable d'avoir plus d'amour pour ton mari ou ta femme, ou pour le monde, ou pour toi-même, ou pour les autres. Alors bien sûr, je radicalise mon propos parce qu'en fait, c'est hyper important pour moi que dans le temps qu'on va passer ensemble, la discussion qu'on a ensemble, elle ne soit pas centrée sur est-ce que c'est intéressant, sur est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est divertissant, mais une seule chose, comment je change profondément ma vie. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plein de choses dont j'ai toujours rêvé. J'ai l'appartement de mes rêves au bord de l'eau, je suis en couple avec une femme qui me fascine et qui partage des mêmes choses que moi, cette obsession de comprendre l'humain et d'aider l'humain à être plus heureux. Et je me sens privilégié d'avoir une femme qui aime ça aussi. J'ai une relation avec mes parents que j'adore. J'ai un impact dans le monde autour de moi. J'ai plein de choses. Mais le truc qui est le plus important pour moi, qui va au-delà des finances, au-delà de la notoriété, au-delà de plein de choses. Et c'est peut-être ma plus grande richesse aujourd'hui. Peut-être après le fait d'avoir appris à m'aimer et avoir confiance en moi. Même si c'est un chemin qui n'est pas fini, encore une fois, c'est infini. Mais ma plus belle réussite, c'est les centaines de témoignages qu'on reçoit tous les mois de personnes de tout âge qui ont changé quelque chose dans leur vie. Que ce soit encore récemment, là j'ai reçu un mail d'un jeune de 16 ans
qui disait à ses parents « Ah, j'ai envie de créer ma marque de vêtements » et ses parents lui disaient « Non mais n'importe quoi, fais tes études et arrête de vouloir créer ta marque de vêtements. » Et qui me disait « Voilà, ton travail, tes vidéos, ça m'a donné l'énergie et le courage et la confiance d'aller au bout. J'ai créé ma marque de vêtements et j'ai vendu mes premiers vêtements. 16 ans. Waouh !» Que ce soit le jeune de 18 ans qui m'écrit en disant qu'il était à 2 doigts de se suicider. Et voilà, je ne sais pas si vous connaissez mon histoire, mais j'ai eu beaucoup d'agressivité envers moi-même, beaucoup de violence envers moi-même. Et je me détestais parce que je me comparais toujours à quelqu'un de plus beau, plus intelligent, plus drôle que moi. Et je me sentais insignifiant, inintéressant. Et donc du coup, ça crée des pensées de suicide et qui se sont accentuées dans mon incapacité à créer les relations que je voulais avec les femmes. Et donc quand j'ai un jeune de 18 ans qui m'écrit qu'il a décidé de ne pas se suicider et de donner une chance à sa vie, je me sens milliardaire. Mais ça peut être aussi la personne de 40 ans qui est en pleine crise identitaire, qui se pose des questions de se dire « Mais tiens, les 20 dernières années, j'avais pas le job de mes rêves », qui se réveille un matin en se disant « Mais j'ai pas le mari ni la femme de mes rêves ». C'est des gros changements de vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mes séminaires, 80% des personnes, 70% peut-être des personnes, ont entre 35 ans et 50 ans. En plein changement de vie. Et c'est incroyable pour moi de recevoir pareil des mails, des vidéos de ces personnes-là disant « J'ai fait x10 sur mon chiffre d'affaires. J'ai créé l'association de mes rêves, une association pour l'écologie. J'ai réussi à faire mon tour du monde, j'en rêvais depuis longtemps et je n'osais jamais partir de France. » Donc, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que non seulement c'est possible de changer sa vie, c'est souhaitable aussi, que plein de personnes l'ont fait depuis des siècles. Écoutez cette vidéo avec le prisme de qu'est-ce que je vais appliquer, quand est-ce que je vais l'appliquer, comment je vais l'appliquer et comment je vais changer ma vie. Maintenant, j'ai un défi parce qu'on m'a bien dit que j'avais un temps limité, il ne s'agit pas de faire 5 heures de vidéo. Et c'est un défi parce que j'ai tellement à vous donner et tellement à vous partager. Donc je vais me concentrer sur au moins créer le déclic, sur l'importance de ces 6 éléments et vous donner des premiers éléments pour le rendre concret et palpable. Néanmoins, je ne pourrais pas aller dans le détail parce que chacun de ces éléments peuvent prendre plusieurs heures et des dizaines d'exercices et de la préparation mentale pour arriver à profondément les intégrer. Le premier, c'est quelque chose qui impacte votre vie tout le temps. Vous l'avez peut-être même déjà entendu et le risque de toutes les idées qu'on a entendues, c'est de passer à côté, de ne pas se rendre compte à quel point elles sont profondes. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive, dans votre quotidien, de manière honnête avec vous-même, d'avoir parfois des manques de motivation? C'est-à-dire d'avoir une idée, je vais faire tel truc, je vais réaliser tel projet, et au final d'avoir l'énergie qui n'est pas vraiment là. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir vide? C'est-à-dire t'es là au quotidien, et c'est comme si il te manquait quelque chose, comme si tu n'arrivais pas à te sentir plein, rempli. Peut-être même d'ailleurs que dans ces moments-là, tu vas avoir une plus grosse tendance à manger en plus grande quantité, à avoir des désirs sexuels plus forts et plus grands, que ce soit de la masturbation, que ce soit d'aller voir ailleurs. Tu as peut-être un désir plus grand de consommer des drogues ou même d'en consommer. Ou alors de consommer, je parle de dépenser, de manière compulsive et déconnectée du stratège, du sage en toi, qui lui peut dépenser tout autant, mais dépense de manière alignée avec ce qui est important pour toi. Est-ce que ça t'arrive de vivre des moments comme ça? Des moments où tu te dis, mais il me manque d'énergie, j'ai pas le fuel. Une des choses que j'ai compris et qui a été difficile pour moi à intégrer, c'est que dans le début de mon développement personnel, j'ai découvert qu'il y avait l'importance des objectifs. Alors j'ai commencé à me fixer des objectifs. Et au début, j'avais ce pic de motivation, j'avais ce pic d'énergie et je me disais, c'est bon, j'ai envie d'aller faire ça. Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'est qu'en fait, les objectifs que je me demandais de réaliser et d'atteindre, c'était pas mes objectifs. On est une bête, l'être humain, c'est une bête sociale. La plus grande peur de l'être humain, c'est la peur d'être rejeté par le cercle social dans lequel on vit. Et le meilleur moyen que de ne pas être rejeté, c'est quoi à ton avis? C'est de te plier inconsciemment à la norme sociale, à ce qui est considéré comme étant intéressant par les autres. Donc si par exemple tu vis dans une société, ou dans une ville, ou dans une famille, où être avocat, c'est le truc ultime d'une vie réussie, eh ben tu vas avoir un biais inconscient, qui va t'encourager à mettre de la valeur sur le fait d'être avocat parce que c'est considéré comme étant important. Si tu as grandi dans un endroit où, par exemple, l'écologie, c'est le truc important, et encore une fois qu'on soit d'accord, c'est important, mais tu as été éduqué dans le fait que c'était le truc le plus important, et ben tu vas avoir tendance à te fixer des objectifs et des rêves qui sont par rapport à ça. Pourquoi? Et on va en reparler plus tard. Parce qu'on a peur d'être rejeté. On a peur d'être exclu du cercle social.
Et le pire, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est que c'est presque garanti d'ailleurs de recevoir des critiques si effectivement on ne se plie pas à cette norme sociale. Et donc du coup, je me fixais des objectifs qui n'étaient pas les miens. Et vu que je me fixais des objectifs qui n'étaient pas les miens, par conséquence, je manquais de motivation, de créativité, de productivité, de discipline, d'efficacité. Et en plus de ça, je me sentais vide et pas rempli. Alors je me suis dit, le secret, c'est de trouver des clés de la motivation. Et vu que j'ai une passion pour la psychologie, je suis même allé aux États-Unis, rencontrer des psychologues. Je suis allé rencontrer par exemple le producteur du Seigneur des Anneaux, le fondateur de Mythique, des grands psychologues, psychiatres, que ce soit au Canada, en France ou aux États-Unis, comme par exemple David Burns, qui a un livre qui s'appelle Feeling Good, qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Je suis allé voir des personnes comme David Allen sur l'organisation de la productivité. J'ai passé beaucoup de temps en privé avec plein de personnes qui sont brillantes. Et c'est tous ces éléments-là qui m'ont permis de construire ce que je suis en train de vous partager. Et donc bref, dans cette recherche-là, j'ai voulu comprendre comment on faisait pour créer de la motivation. Comment on faisait pour faire que je puisse avoir l'énergie. Et donc j'ai appris plein de tactiques qui font que ça augmente effectivement l'énergie de quelqu'un. Alors que ce soit ta manière de te tenir, de respirer, la manière de te parler. Tout ça, ça marche. Et c'est extrêmement intéressant. Néanmoins, est-ce que ça marche réellement à long terme? Non. J'avais beau utiliser plein de stratégies pour essayer de me motiver, me remotiver, que ce soit faire des gestes, que ce soit respirer autrement. Tout ça, ça me donnait de l'énergie à court terme. Mais j'arrivais toujours pas à avoir l'énergie d'aller me construire la vie qui me correspond. Alors j'en profite pour faire une parenthèse sur qu'est-ce que la réussite? La réussite pour moi, c'est à toi de la définir. La réussite, dans mon monde, c'est ce qui est important pour toi. C'est toi qui définis ce moment où tu dis « Tiens, je me sens vraiment rempli ». Donc la réussite, c'est pas qu'est-ce qui est important aux yeux de la société, aux yeux de la famille ou aux yeux des autres. C'est qu'est-ce qui est important à tes propres yeux. Qu'est-ce qui te remplit pleinement. Et donc ça va m'amener sur ce premier ingrédient de la réussite qui est d'aller faire ce que tu aimes. Mais on est dans une société où on est tellement picousé à cette illusion de la réussite. Et j'ai encore eu, il y a 2 jours en coaching individuel, une dame qui est brillante, qui a créé son entreprise et qui aspire à créer des choses autour du bien-être. Mais elle se met une telle pression à l'idée de réussir. Mais une réussite qu'elle n'a pas réellement définie et dont je ne suis même pas sûr que ce soit profondément ce qu'elle veut au fond. Mais elle se met une telle pression à devoir réussir et réussir rapidement que du coup, quand je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu veux qui est important pour toi? Qu'est-ce que t'aimes profondément? Là, qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'inspire ?» Elle avait du mal à répondre parce qu'elle était en train de s'imposer des tactiques et des stratégies à court terme décorrélées de ce qu'elle aime. Et du coup, au lieu de fonctionner de manière créative, en écoutant ce qui est important pour elle au fond de son cœur, elle était en train de fonctionner de manière limitée par rapport à ce qu'elle voit qui existe autour d'elle comme étant des dites bonnes stratégies de réussite pour arriver vers une vie dont au fond, elle est même pas sûre qu'elle veut. Donc non seulement elle essaye d'employer des stratégies qui sont pas en lien avec ce qu'elle aime, mais en plus courir vers un rêve dont je ne suis même pas sûr moi-même que ce soit ce qu'elle veut. Alors j'adore la citation de Henry David Thoreau qui dit « Success usually comes to those who are too busy to be looking for it ». En français, ça pourrait donner « La réussite vient généralement à ceux qui sont trop occupés pour la chercher ». Alors encore une fois, comme toute citation, elle a pour but de radicaliser l'idée, mais c'est hyper intéressant. C'est que même si ça a un sens effectivement de s'intéresser à la réussite, je m'intéresse à la réussite. Néanmoins, si ton obsession devient la réussite, tu as des grandes chances de passer à côté d'une autre question fondamentale qui est qu'est-ce que j'aime profondément? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans le présent? Qu'est-ce qui fait que je me sens vibrant, vivant? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'ai plus d'énergie qu'au début de la journée? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas vu le temps passer? Newton, par exemple, sa maman devait lui rappeler d'arrêter de faire des mathématiques pour aller manger. Quand tu es en train de faire une activité au point d'en oublier de manger, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui te nourrit au plus profond de toi-même. Le premier truc que je peux observer chez les personnes qui réussissent et qui sont heureux, c'est qu'ils investissent profondément sur ce qu'ils aiment. Alors quand je dis qu'ils investissent profondément sur ce qu'ils aiment, ça ne veut pas dire qu'ils font absolument tout ce qu'ils aiment. Mais ça veut dire que sur le moyen long terme, ils vont toujours privilégier de prendre des décisions radicales pour aller de plus en plus vers ce qu'ils aiment. Je vais vous donner un exemple concret pour moi. J'avais le rêve quand je faisais des études d'ingénieur en informatique, j'ai découvert le coaching, j'ai été fasciné par découvrir comment il existait des outils qui pouvaient me permettre de mieux communiquer, de mieux m'exprimer, de pouvoir créer les relations amicales et aussi sentimentales que je voulais, échanger la relation avec mon papa spécialement et mes parents plus globalement. Et quand j'ai voulu démarrer mon activité, je me suis intéressé à quels étaient les moyens de démarrer une activité dans le domaine du bien-être et du coaching. Et à cette époque-là, donc on est en
en 2010 quand je démarre mon activité, donc il y a 10 ans. En 2010, tout le monde me dit, David, aujourd'hui, si tu veux réussir dans ce domaine-là, il va falloir que tu écrives des articles. Et donc du coup, je me suis plié à cette norme sociale. Et plus j'écrivais des articles, moins je me sentais bien, moins j'avais d'énergie, moins j'avais de motivation. Et plus je m'en voulais, et plus je me comparais aux autres. Et la comparaison, c'est justement souvent le reflet d'être en train de te demander de réaliser un rêve qui n'est pas le tien. La procrastination, notez ça, c'est souvent le reflet de courir vers quelque chose qui soit n'est pas pour toi, ou au moins en tout cas avec un paramètre qui n'est pas pour toi. Tu te demandes d'aller trop vite, c'est pas la bonne personne, le bon associé, le bon partenaire, c'est pas la bonne forme. Mais généralement quand tu as des pertes de motivation, dans beaucoup de cas, c'est parce que tu vas vers quelque chose qu'au fond tu sais qui n'est pas pour toi. Étonnamment, on a de l'énergie sans même chercher à en avoir pour les choses qui sont importantes pour nous. Et donc effectivement, comme dit Henri David Thoreau, quand tu es en train de faire profondément ce que tu aimes et que tu cherches pas tant à réussir, tu deviens meilleur dans ce que tu aimes. Bien sûr, c'est pas le seul paramètre, mais si ce que tu aimes, tu deviens meilleur et que si ce que tu aimes répond à des besoins, on va en parler plus tard, à des besoins que les gens ont, c'est-à-dire tu peux, grâce à ce que tu aimes, résoudre des problèmes dans la vie des autres. C'est-à-dire que par exemple, si tu aimes t'occuper du bois et être ébéniste et tu mets ton âme là-dedans, ton amour là-dedans, ta passion là-dedans et que tu te formes là-dedans et tu lis pour ça et tu te remets en question et que tu deviens meilleur. Or, vu qu'il existe des gens qui cherchent des meubles et même des meubles faits à la main, tu vas pouvoir réussir professionnellement en proposant justement ce que tu as créé. C'est le reflet d'être capable de produire un niveau de qualité plus grand que celui de la moyenne. Et pour ça, tu es récompensé financièrement. J'aime beaucoup la citation de Oprah Winfrey qui dit « You know you are on the road to success if you would do your job and not be paid for it ». En français, ça pourrait donner « Tu sais que tu es sur la voie de la réussite quand tu es prêt à faire un travail pour lequel tu es prêt à ne pas être payé ». Et c'est profond pareil. Parce qu'encore une fois, quand tu veux absolument réussir à court terme, tu vas avoir tendance à faire deux grosses erreurs. La première erreur, c'est de prendre ce qui semble être le moyen de réussir à court terme par rapport à ce que tu vois autour de toi. Et là, il y a plusieurs erreurs qui sont faites dans cette première erreur. La première, c'est que tu ne connais pas toutes les manières de réussir possible. La deuxième chose, c'est que ce qui souvent marche très vite et à court terme et sans effort est basé sur beaucoup de fantasmes et mensonges. Veux-tu réussir comme ça? La deuxième grosse erreur, c'est que tu vas avoir tendance du coup à privilégier des chemins pour réussir. Donc là, on n'est pas dans le but, on n'est pas dans la destination, mais des chemins pour réussir qui sont pareils, basés sur des fantasmes et pas forcément basés sur ce qui est important pour toi. À l'inverse, quand tu vises vers un rêve pour lequel tu es prêt à attendre 10 ans, et c'est pas grave si tu attends 10 ans avant que ça fonctionne, mais en fait tu es nourri pendant parce que tu aimes faire le truc, tu aimes apprendre là-dedans. Dans mon cas par exemple, j'adore la psychologie, j'adore le monde du cinéma, j'adore l'histoire. Ce croisement de ces trois choses fait que je le mets dans mon travail. J'étudie l'histoire et j'utilise l'histoire pour pouvoir passer des messages de sagesse, des messages d'inspiration, des messages de stratégie. C'est d'utiliser mon amour du cinéma pour créer des vidéos qui sortent du lot et qui sont plus captivantes, qui sont tournées d'une manière qui est différente. Et mon amour de la psychologie pour inspirer les personnes à mieux se comprendre et vivre la vie qui les inspire. Mais ce qui est intéressant, c'est que là en ce moment je me fixe des nouveaux rêves, mais même si ça marchait pas, bien sûr ça m'embêterait. Mais si ça marchait pas, au final, vu que ce rêve-là, pour le réaliser, il me demande de progresser dans la psychologie, donc de lire sur la psychologie, de me former et de mieux comprendre, d'où ma rencontre avec le producteur du Seigneur des Anneaux, ou de Matrix, ou de passer du temps avec des cinéastes, ou d'essayer de décortiquer des films. Et mon amour de l'histoire, pour essayer de comprendre et trouver des métaphores via l'histoire qui vont être intéressantes à entendre. Même si ça ne marchait pas, le but, dans tous les cas, j'ai été nourri parce que je fais ce que j'aime à court terme. Et non seulement tu es nourri dans le présent, mais en plus de ça, je n'y crois pas que tu ne puisses pas réussir à long terme si tu cumules les autres ingrédients qu'on va voir ensemble, quand tu es prêt à jouer sur 10 ans dans quelque chose que tu aimes et que tu es prêt à devenir meilleur dans ce que tu aimes. Mon encouragement aujourd'hui, c'est de passer vraiment du temps, de te libérer de ce regard des autres et de la critique et de te demander au fond de toi-même, qu'est-ce que j'aime tellement que même si ça s'avérait ne pas marcher, ça sera ok pour moi d'avoir tout donné pour ça. Et tu vas peut-être me dire, David, ouais, mais moi j'en ai aucune idée. Si t'en as aucune idée, ce que je te conseille c'est
Crée le plus d'expériences possibles nouvelles. Va faire des meet-up, voyage, rencontre des gens nouveaux, vis des nouvelles expériences. Ensuite, lis des livres que tu n'as pas l'habitude de lire. Va rencontrer des gens qui sont inspirés par ce qu'ils font et demande-leur ce qui les inspire. Et je te garantis, avec ces 3 choses-là, plus ce qu'on peut faire par exemple dans mes séminaires, qui est d'aller en profondeur sur ton système de valeurs. Pas les systèmes de valeurs comme on peut le voir par exemple en PNL, amour, liberté, égalité, qui sont des valeurs ou respect, ou détermination, ou persévérance, qui est une première couche de lecture des valeurs qui est intéressante à faire, mais une autre couche de valeurs, plus par rapport à ce que ta vie démontre comme étant important pour toi depuis des années. On fait ça dans mes séminaires pour aider les personnes à réaliser « Waouh, en fait depuis mon enfance, ce truc-là a toujours été important pour moi. Je me suis jamais donné l'autorisation de rêver ça parce que je ne voyais pas comment je pouvais vivre une vie en accord avec ce truc qui m'inspire. » C'est l'exemple typique de cette femme qui aime s'occuper de son chihuahua et qui se dit « Mais c'est qu'une passion !» Et en se posant les mêmes questions qu'on pose dans mes séminaires sur « Ok, qu'est-ce que ta vie démontre? À quoi tu penses le plus ?» Elle se rend compte que ce qui occupe le plus sa vie, c'est son chihuahua. Et pour la première fois de sa vie, elle se pose la question de « Qu'est-ce que je pourrais faire et créer pour moi et pour les autres avec mon chihuahua ?» Là où tout le monde lui dit « Non mais arrête, c'est juste une passion, jamais tu pourras vivre de ce que tu fais avec ton chihuahua. » Cette femme va commencer à faire des déguisements pour son chihuahua en mafieux, en président, en pape. Elle habille son chihuahua et elle s'installe à New York et les passants, les voyageurs voient ça et ont envie de se prendre en photo avec elle et elle vend ses photos au début quelques dollars. Progressivement, elle monte le prix et elle voit que les gens ont toujours envie de payer pour prendre des photos avec son chihuahua parce qu'ils trouvent ça trop cute. Et elle donne des sourires à des gens, elle donne un souvenir à des voyageurs et elle s'éclate avec son chihuahua. Et elle quitte son job et elle fait que ça. Et puis, en s'amusant à créer des trucs nouveaux, un jour, il y a une société qui a envie de faire une publicité et qui trouve ça génial, le concept, et lui dit, voilà, on aimerait faire une publicité où on a imaginé 2 grandes villas et on va filmer votre chihuahua au ralenti comme un mafieux. Par contre, on n'a pas un budget énorme, $1 million. Encore une fois, j'ai bien conscience que l'argent n'est pas important pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est pas de dire, waouh, c'est dingue pour $1 million, mais juste d'ouvrir la case, comment un truc délirant qu'elle aimait s'est transformé en quelque chose qui est devenu hyper lucratif et qui l'a stimulé et qui lui a permis en plus de rencontrer plein de gens intéressants. Tout ça, c'est parti de s'autoriser à faire ce qu'elle aimait. Mais encore une fois, ce qui est beau, c'est que même si ça n'avait pas amené $1 million, au final, elle se serait éclatée avec son chihuahua. Alors, je suis pas en train de dire que du jour au lendemain, vous devez absolument tout arrêter ce que vous faites pour aller all-in sur ce qui vous passionne, mais au moins d'avoir en tête d'année en année de mettre dans votre vie de plus en plus ce qui vous inspire. Et pour ceux qui ont déjà une vie où vous dites « ma vie elle est plutôt déjà géniale », et ben encore plus, parce que c'est encore plus challengeant et plus subtil de le faire quand ta vie est déjà géniale. C'est la raison pour laquelle chaque année, je me pose la question, David, qu'est-ce que tu arrêtes? Pourtant, tout ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui, professionnelle, me nourrit énormément par rapport à la vie que je pouvais avoir il y a 10 ans. Néanmoins, ça m'empêche pas qu'il y ait des choses qui me nourrissent moins, et j'arrête ce qui me nourrit moins, même si ça me fait peur, pour laisser de la place à ce qui me nourrit davantage. Et donc pour revenir à ce que je vous disais sur les articles, j'ai décidé d'arrêter les articles, de me mettre à fond à la vidéo il y a 10 ans, là où tout le monde me disait « mais David, jamais ça pourra permettre de développer une activité, de faire des vidéos ». Il y a 10 ans, j'étais le seul sur YouTube en francophonie et quasiment personne, même aux États-Unis. Il y avait Lilou Massé qui faisait des interviews seulement. On était entre guillemets tout seul. Ça paraissait fou, je m'exprimais mal, j'étais pas à l'aise, j'étais très critiqué dans mes premières vidéos parce que c'était médiocre. Et c'est clair sous plein d'aspects, mais j'aimais faire ça. C'était dans mon système de valeurs, j'ai misé là-dessus. Et là, pendant que je vous parle, on va passer certainement aujourd'hui ou demain les 500 000 abonnés sur YouTube. 500 000. C'est un truc de fou. On pourrait remplir 8 stades de France des personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Et ça aurait jamais été possible si je m'étais pas autorisé à aller vers ce que j'aimais plutôt que ce qui semblait être le truc attirant de la réussite. Et donc j'insiste vraiment sur l'importance d'aller faire ce que tu aimes, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent. Et peut-être que tu as même peur d'y aller. Mais encore une fois, vraiment, toutes les personnes que j'ai pu observer autour de moi créer des grandes choses pour eux qui sont heureuses ont le point commun de faire ce qu'elles aiment. J'ai conscience que ça peut faire peur, j'ai conscience que ça puisse être inconfortable, j'ai conscience qu'on peut avoir envie d'éviter les critiques. Mais dans tous les cas, on n'évitera pas le sentiment de se sentir vide, et ce sentiment hyper désagréable qui en plus de ça grandit quand on passe à côté de sa vie. Donc quitte à vivre de l'inconfort, autant vivre de l'inconfort à être un peu critiqué et challengé et un peu avoir peur
mais aller faire ce qui te remplit, ce qui te nourrit et qui fait que toi, tu es fier de toi et tu es heureux, plutôt que l'inconfort, que de te regarder dans le miroir et te dire « qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Ça nous amène sur la deuxième clé. La deuxième clé, j'ai choisi un mot qui volontairement va peut-être créer des réactions. Et si c'est le cas, quelque part, tant mieux. Il y a un mot qui, en particulier dans le monde francophone, crée des réactions. Soit il est adoré, soit il n'est pas aimé du tout. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je choisis ce mot. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il faut faire un choix que j'ai fait de ma vie. Ça nous amène sur la deuxième clé. La deuxième clé, j'ai choisi un mot qui volontairement va peut-être créer des réactions. Et si c'est le cas, quelque part, tant mieux. Il y a un mot qui, en particulier dans le monde francophone, crée des réactions. Soit il est adoré, soit il n'est pas aimé du tout. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je choisis ce mot. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est complexe dans le monde du développement personnel, il y a un petit peu deux écoles. L'école du « on doit rêver grand » un peu l'américaine et l'école de la simplicité et d'apprécier ce que tu as. Et du coup, on a l'impression qu'il faut faire un choix entre ces deux courants. Et mon message, et ce que je peux observer des personnes qui m'inspirent le plus, c'est qu'elles sont un petit peu au croisement de ces deux courants. Et quand je dis au croisement, je dirais même pas qu'elles sont de manière 50-50 aux deux, je dirais qu'elles sont à fond sur les deux. Et donc, je vais parler du mot ambition en lui donnant une définition peut-être différente. Parce que souvent, quand on parle d'ambition, c'est soit associé à quelque chose de très positif, soit associé à quelque chose de mauvais, carriériste, la personne qui est que sur le futur, la personne qui veut que des résultats et pas apprécier. Mais quand je vais parler d'ambition, là ensemble, c'est le fait de s'autoriser à se connecter au plus grand rêve qui sommeille à l'intérieur de toi. Pour moi, l'ambition, ça va être ça. C'est s'autoriser à croire, s'autoriser à rêver le plus grand rêve qui sommeille, qu'on te murmure à l'intérieur de toi. Pas le rêve de l'extérieur, pas le rêve d'Hollywood, pas le rêve de ta famille, pas le rêve de la société, mais le truc qui est à l'intérieur de toi. C'est en gros aller au bout de ce qui est important pour toi. Et ce qui n'empêche pas, et bien au contraire, on va en parler plus tard, ce qui n'empêche pas de pleinement apprécier la vie que tu as là maintenant. Ce qui n'empêche pas de savourer chaque chose que tu as et de savourer même le chemin. Il ne s'agit plus maintenant de courir vers un rêve parce que maintenant ça ne va pas. Il ne s'agit pas de courir vers un rêve pour prouver quelque chose aux gens. Il ne s'agit pas de courir vers un rêve pour que les autres te reconnaissent et obtenir une fausse valorisation, un faux amour des autres. Mais il s'agit en fait de t'autoriser à écouter le murmure qu'il y a à l'intérieur de toi qui te dit « va explorer le piano à son maximum, va explorer la danse à son maximum, va explorer le cinéma à son maximum, le coaching à son maximum, le droit, la justice, le voyage, l'écologie, la finance, l'entrepreneuriat à son maximum. » Au fond de nous, on a un désir de grandeur. Et ce désir de grandeur, il n'est pas incompatible avec le fait de désirer aussi une forme de simplicité. Et c'est là où il y a de la confusion. Parce qu'effectivement, à vouloir avoir de l'ambition, je peux d'un coup me forcer à viser grand, mais pas grand parce que ça m'inspire, grand parce que ça fait rêver d'autres personnes. Donc quand je parle d'ambition avec mes clients, je parle qu'ils s'autorisent à connecter au plus grand rêve qui sommeille en eux. Si le plus grand rêve qui sommeille en eux, c'est par exemple d'avoir une petite entreprise, mais ça les inspire, ça, c'est très bien pour moi et c'est très bien pour eux. Si ce qui les fait rêver, c'est de créer une multinationale mondiale, c'est très bien. Ce qui les fait rêver, c'est de créer une association à but non lucratif pour éduquer les gens sur l'importance de prendre soin de notre planète. Et ils veulent que ça soit mondial et que ça soit énorme et c'est leur ambition. Et ben c'est génial qu'ils s'autorisent à aller vers ça. Si ce qui les fait rêver, le plus grand rêve qui sommeille en eux, c'est localement aller au contact des personnes et partager ce message d'écologie, c'est très bien aussi. Donc quand je parle d'ambition, c'est pas une ambition avec un critère extérieur de ce qui est censé être bien selon la société, c'est l'autorisation que j'aimerais qu'on se donne mutuellement de brancher au plus grand rêve qui sommeille en toi. La première clé, c'est d'aller faire ce que tu aimes. Mais faire ce que tu aimes, tu peux le faire en t'interdisant de rêver grand. Combien de fois j'ai pris le temps de parler à quelqu'un et en fait, en creusant avec la personne, au fond d'elle, la vie qu'elle avait ne lui correspondait pas. Elle aspirait à quelque chose de plus grand, à une forme de grandeur. Alors encore une fois, peut-être tu vas dire, j'aime pas du tout ça et je respecte ça. Mais néanmoins, moi je veux servir les personnes qui, voilà, au fond de toi, tu sens que tu es inspiré par les Mandela, les Gandhi, mais c'est peut-être aussi les Elon Musk ou des personnes qui ne se posent aucune limite, peu importe la forme.
Et moi, en tout cas aujourd'hui, je dédie mon temps et ma vie à servir les gens qui se reconnaissent dans cette manière de voir l'ambition. Des gens qui ont envie d'avoir un impact dans le monde, des gens qui ont envie de faire que leur entreprise grossisse le plus qu'ils en aient envie, les personnes qui ont envie de créer le couple qui les inspire au maximum et ça ne les intéresse pas, cette idée et cette fausse simplicité où tu dois accepter les choses telles qu'elles sont au point de ne plus rien changer. Et c'est ça le paradoxe. Je crois, et on va en reparler, au pouvoir de la gratitude et d'apprécier pleinement ce que tu as et savourer pleinement ce que tu as. Mais les gens confondent avoir de la gratitude avec ce que tu as avec le fait de ne rien changer. Je peux avoir de la gratitude pour comment est mon pays, ce qui ne m'empêche pas de participer à faire évoluer l'éducation, l'écologie, la technologie, ce qui m'inspire. C'est pareil avec ma vie. Je peux avoir de la gratitude pour le couple que j'ai, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une vraie conversation et c'est ce que je souhaite avec ma chérie, qu'on aille explorer les limites de ce qui est possible à deux. Que ce soit sexuellement, j'ai envie avec elle qu'on aille explorer au-delà du rapport sexuel classique animal, j'ai envie qu'on aille explorer elle aussi les limites de ce qui est possible, presque comme d'avoir un rapport sexuel spirituel et voir les niveaux d'intensité d'amour qu'on peut vivre ensemble là-dedans. J'ai envie qu'on aille explorer au niveau relationnel et au niveau communication les limites de ce qui est possible en améliorant notre manière de communiquer, de nous comprendre, de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de l'empathie pour l'autre, d'avoir de l'amour pour l'autre et aussi de savoir être dur avec l'autre, challenger l'autre parce que c'est aussi de l'amour que savoir le secouer. Parfois, ma chérie est la personne, je pense, sur Terre qui m'a le plus secoué et c'est certainement parce que c'est la personne qui m'aime le plus. Et les gens confondent aimer et soutenir. Soutenir, c'est 50% de l'amour. Aimer, c'est soutenir parfois et challenger parfois. Et donc, ça m'intéresse, moi, personnellement, d'aller au bout de ce truc-là. Ce que je peux observer chez les personnes les plus épanouies, les plus heureuses, c'est qu'elles ne laissent pas les voix de l'extérieur dicter leur ambition. C'est important de noter ça. Les personnes heureuses et qui réussissent, je rappelle, réussissent selon eux, ne laissent pas les voix de l'extérieur dicter leur ambition. Ça veut dire qu'ils posent la barre eux-mêmes, dans un sens comme dans l'autre. Ils ne laissent pas l'extérieur mettre 1 million de chiffre d'affaires, parce que 1 million fait bien s'ils rêvent de 100 000. Ils ne laissent pas l'extérieur imaginer que l'association, elle doit être nationale s'ils rêvent de quelque chose de proche et local. Donc, quelle est ton ambition? Déjà, la première question, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que t'aimes au fond de toi, que tu as envie de vivre et où tu vois pas le temps passer, où tu es nourri, même si tu as peur? Et où tu te dis pour l'instant, peut-être je vois pas le lien entre ça et ma vie professionnelle. Mais par exemple, j'ai pu accompagner quelqu'un qui était conseiller en patrimoine. Il adore la nature, il adore la marche, il adore prendre soin des arbres. Et je lui disais, mais qu'est-ce qui t'empêche de développer une branche de ton activité où tu accompagnes les personnes financièrement, mais en montagne, en marchant? Je dis, mais personne fait ça. Les gens ne vont pas venir acheter un conseiller en patrimoine pour qu'on aille marcher dans la nature. Je dis, mais t'es fou quoi. Toi, est-ce que tu préférerais qu'on parle de tes finances dans un bureau climatisé ou en haut d'une montagne? Il me dit, en haut d'une montagne. Il dit, voilà. Il n'y a pas besoin potentiellement qu'il y ait 100% de tes clients qui veuillent ça. Mais comment tu te sentirais d'avoir déjà 10% de ton temps qui est dédié à être dans la nature et être payé pour être dans la nature? Il me dit, c'est un truc de fou. Et j'ai dû insister comme un fou pendant 1 an de coaching pour qu'il s'autorise à modifier son activité au point qu'on a réussi à faire x2 sur son chiffre d'affaires en 1 an en ayant 50% de temps en plus dans sa vie, 50% de temps qu'il a pu dédier à modifier son activité pour qu'il aille de plus en plus vers ce qu'il aime. Et entre autres, il aime beaucoup, alors encore une fois, chacun c'est son système de valeurs, il aime beaucoup les bonsaïs et le Japon. Et il a construit son hôtel à Lyon en faisant venir des maîtres japonais, des bonsaïs. Et voilà, il est allé progressivement vers ce qu'il aimait. Mais il a fallu que j'insiste pour ça. Donc c'est mon premier message. Deuxième truc, c'est l'ambition. Autorise-toi à aller au bout de ce qui est important pour toi et ne laisse personne dicter tes ambitions. Donc le premier danger, c'est de te forcer à rêver grand sous prétexte que ça fait bien. Le deuxième danger, c'est de te forcer à rêver petit sous prétexte qu'il faut avoir de la simplicité et de la gratitude pour ce que tu as et passer à côté de ta vie. Et c'est ce que je peux observer autour de moi dans mes clients, c'est que j'ai soit des gens qui courent vers le futur à réaliser des rêves et qui sont jamais satisfaits de ce qui se passe. Et de l'autre côté, j'ai des gens qui ont envie d'apprécier le présent, plus souvent avec une dimension spirituelle plus développée d'appréciation, de méditation, de respiration, mais qui, quand je creuse avec eux, ont une vraie frustration de ne pas exprimer le potentiel qui sommeille à l'intérieur d'eux, d'avoir du mal à mettre leur talent et le donner au monde. Tout ça parce que justement, ils ne s'autorisent pas à brancher au fond d'eux. Et ça va m'amener sur la définition d'un rêve. Le but d'un rêve, c'est pas en fait d'être réalisé. Le but d'un rêve, c'est te donner de l'énergie. Le but d'un rêve, c'est le matin d'avoir une direction sur laquelle te concentrer pour t'aider à passer à l'action au quotidien. Et du coup,
La seule chose et la pire chose qui peut se passer quand tu vas vers un rêve, c'est pas d'échouer. La pire chose qui peut se passer, c'est que tu grandisses, que tu apprennes, que tu sois fier de toi. Parce que quand tu cours vers un rêve, et qui plus est un rêve qui demande de faire ce que tu aimes, et ben même si ça marche pas, t'as passé 2 ans à faire ce que tu aimes, et 2 ans à progresser dans ce que tu aimes. Et la personne que tu deviens quand tu vas vers un rêve, personne ne peut te l'enlever. On peut t'enlever tes finances, certaines relations, on t'enlève pas qui tu deviens. Et ça, je peux l'observer comme point commun chez les personnes, que ce soit Newton qui adore les mathématiques et la physique, que ce soit Barry Osborne, le producteur du Seigneur des Anneaux, qui a une vraie passion pour le cinéma. Quand tu regardes Tarantino, qui scolairement était très mauvais, mais passait son temps à étudier les films et cinéma, tu vois qu'il avait un attrait naturel pour ça et c'est pas quelque chose qu'il a forcé. J'adore cette citation de Michelle Obama qui dit « Success isn't about how your life looks like to others, it's about how it feels to you ». La réussite n'est pas à propos de ce que les autres pensent, mais à propos de comment toi, tu le ressens. Par exemple, j'avais le rêve de partir aux États-Unis, de m'installer aux États-Unis, de vivre professionnellement aux États-Unis. Pour faire ça, j'ai dû faire une 30aine de voyages, à des interviews aux États-Unis. Factuellement, j'ai pas d'activité aujourd'hui aux États-Unis. Donc sous un certain plan, on peut considérer que c'est un échec. Néanmoins, j'ai pu faire au moins 100 interviews, si ce n'est plus, d'Américains brillants, inspirants, illustres. Je suis allé au bout de mon rêve, j'ai fait des conférences à Miami, à Los Angeles, j'ai rencontré des personnes qui m'inspiraient. Et ça, ce truc-là, ce qui est incroyable, c'est que ça m'a donné une confiance en moi de fou. Ça m'a fait progresser en anglais. Ça m'a donné une crédibilité internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore maintenant, 6 ans après ce premier voyage aux États-Unis où je dis à tout le monde je pars aux États-Unis avec mon anglais pourri à interviewer les gens qui m'inspirent et j'ai 33 jours pour faire 30 interviews de gens inaccessibles. Tout le monde me disait t'es fou. Et j'ai cru moi-même que j'étais fou parce que quand je me suis retrouvé à New York et que je me disais mais comment je vais faire, j'avais vraiment peur. Mais encore 6 ans plus tard, on me parle encore de ça et c'est devenu une vraie source d'inspiration pour plein de personnes. Alors qu'on pourrait considérer que sous plein d'aspects, c'est pas une réussite. Mais en fait, j'adore l'anglais, j'étais inspiré par les Américains, je suis allé rencontrer des gens qui m'inspiraient, j'aime le voyage, j'aime rencontrer les cultures et voir comment les gens pensent dans d'autres endroits du monde. Je suis allé au bout de ce truc-là, j'ai fait un maximum de vidéos sur ça et au final, ça m'a transformé. Heureusement que j'ai eu le courage d'écouter à l'intérieur de moi ce truc qui semblait fou. Un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, j'ai envie de faire un one-man show. Tout le monde m'a dit, dont des réalisateurs, enfin dont des producteurs dans le monde du one-man show, mais jamais David, tu feras un one-man show, t'as pas l'expérience, t'as pas l'expertise, en tout cas ça prendra plusieurs années. Ça s'est fait en quelques mois, on a été jusqu'à 1400 personnes dans une salle, on avait plusieurs dates. Mon dernier spectacle était de loin pas extraordinaire, j'étais pas spécialement fier de moi pour le spectacle lui-même, mais j'étais tellement heureux à la fin de mon spectacle et surtout les semaines qui ont suivi de me dire waouh, regarde, le David timide, mal dans sa peau, qu'osait pas lever la main en cours, il est monté sur scène devant 1400 personnes, il a même fait des blagues qui n'ont pas été drôles et je l'ai bien vécu, waouh. Et ça, c'est incroyable. Et ce qui est dingue, c'est que je suis allé au bout d'un rêve, ça m'a permis de le cocher, de passer à autre chose, d'éviter d'avoir du bruit pendant 30 ans de « et si j'avais fait un one-man show ?» Ça m'a apporté une vraie capacité à faire rire les gens dans mes séminaires depuis. Le nombre de mes clients qui m'ont dit « David, le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est faire ton spectacle. » Et certains m'ont dit « Le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est faire ton spectacle. » Et ce spectacle-là, qui soit pas si drôle. C'est pas agréable pour mon ego, mais c'était magnifique, parce qu'en gros, ce qu'il disait, c'est « Tu m'as autorisé à rater, autorisé à aller, à avoir l'ambition de vivre ce qui m'inspire. » Donc quand je parle d'ambition, je parle pas de carriériste. Si ça t'inspire d'être carriériste, bah fonce être carriériste. Je parle de t'autoriser à aller au bout de tes rêves et t'autoriser à rêver grand. Mais rêve grand. Et c'est quoi grand? Tu sais que c'est assez grand quand t'es à la frontière de « Ouah, ça fait flipper », mais que t'es encore en mode « Je sais que je peux le faire ». Quand t'es au croisement, et c'est prouvé neurologiquement, ton cerveau croit quand t'es à la frontière entre le chaos et l'ordre, entre l'inconfort et le confort. Donc aussi grand que tu peux. Aussi grand que ça t'inspire, et pas trop grand pour pas que tu sois non plus effrayé. Il faut que tu aies un peu peur, que ça te stimule, que tu as envie de le faire et que tu sentes que tu peux le faire. Mais si tu es trop en mode je peux le faire, c'est pas assez grand. Si tu es en mode j'y arriverai jamais, c'est trop grand. Et tu choisis un bon rêve qui t'inspire, qui donne de l'énergie et qui va t'aider tous les matins à diriger tes actions. La troisième chose, c'est selon Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est considéré comme le, ou si ce n'est un des plus grands empereurs de l'histoire de l'humanité. Marc Aurèle avait l'Empire romain, un des plus grands de l'histoire de Rome, à gérer, qui s'étendait sur quasiment toute l'Europe et même plus que l'Europe. Cet homme-là considérait qu'une compétence mentale était la source de sa capacité à gérer cet empire-là, la source de son bien-être et la source de sa réussite. Marc Aurèle.
considérait que ce truc-là était l'origine de sa réussite. Pour vous dire, les pensées de Marc Aurèle, Bill Clinton, peu importe ses idées politiques, Bill Clinton lit chaque année les pensées de Marc Aurèle. On a retrouvé dans l'histoire de l'humanité plein de personnes qui ont fait des choses incroyables, qui étaient inspirées par les pensées de Marc Aurèle, qui était ce qu'on appelle un philosophe stoïque. Et Marc Aurèle, selon lui, il y avait une compétence qui faisait qu'une personne avait la capacité à aller au bout de ce qui est important pour lui et qui lui donnait le pouvoir de gérer des choses de plus en plus grandes dans sa vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, peu importe. Cette capacité, c'est la capacité à transcender, dépasser, transformer les difficultés de notre vie. Selon Marc Aurèle, le muscle le plus important à développer, c'est la capacité à voir là où tu as du pouvoir pour changer les choses qui ne te conviennent pas et là où tu n'en as pas pour pleinement lâcher prise. Il y a une citation qui est très connue qui est « Donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. » Selon Marc Aurèle, la capacité la plus importante de l'être humain, c'était deux choses. Un, c'est finalement être capable de voir la beauté là où tu ne la vois pas en temps normal. De voir la beauté dans le fait d'avoir été licencié. De voir la beauté dans le fait d'avoir été trompé ou quitté. De voir la beauté dans les événements les plus difficiles de notre vie ou désagréables de notre vie. Et ça va au-delà de simplement le fait d'accepter les choses. C'est dans le fait d'apprendre à les aimer. Dans le fait d'arriver à voir l'angle qu'on ne voit pas. Ça va largement au-delà de la pensée positive. La pensée positive, elle te dit « Ouais, il faut que tu vois les bons côtés des choses ». Mais du coup, elle te fait presque croire qu'on va oublier l'autre côté. Aujourd'hui, on sait, et que c'est beaucoup plus intéressant que la pensée positive, on pourrait appeler ça la double pensée. La double pensée, c'est la capacité non pas à nier ce qui est désagréable, mais au contraire, la regarder en face. Ben oui, j'ai perdu un enfant, c'est certainement un des événements les plus horribles de ma vie. Et c'est prouvé aujourd'hui que la perte d'un enfant, c'est un des événements dans la hiérarchie des douleurs pour l'être humain, un des plus violents et un des plus durs à dépasser. Donc ça, il ne s'agit pas de le nier. Il s'agit de compléter la vision, donc on pourrait aussi parler de pensée complète, sur qu'est-ce que cet événement il m'apporte. Peut-être plus d'empathie, peut-être la capacité à comprendre des gens qui ont vécu la même chose, peut-être que depuis cet événement-là, il y a des gens qui sont plus proches de moi, qui ne l'étaient pas, peut-être la force et l'énergie de faire en sorte que d'autres parents ne perdent pas leurs enfants. Alors encore une fois, tu vas me dire « Ouais, mais c'est pas facile ». Non, c'est pas facile. Mais ça n'est pas facile non plus que de souffrir d'une difficulté pendant 20 ans. On connaît tous des personnes qui, suite à un licenciement, ont souffert pendant 30 ans, alors qu'on connaît d'autres qui ont souffert pendant 10 ans et qui au bout de 10 ans se sont dit « J'en ai marre de souffrir, ça suffit, je vais me relever de ça et faire de cet événement difficile la plus grande opportunité. » Marc Aurèle pensait que la chose qui différenciait les hommes, c'est la capacité justement à voir la beauté dans ce qui paraît justement pas beau. La deuxième compétence qui est liée à ça, qui est la capacité à changer les choses que je peux. Et souvent les gens font l'un ou font l'autre, mais ont du mal à faire les deux. C'est-à-dire qu'on a souvent des personnes qui sont orientées action, réussite, stratégie, et souvent aussi carrière, finance, matière, qui ont souvent l'orientation pouvoir, c'est-à-dire je change les choses, je prends mon pouvoir pour changer les choses. De l'autre côté, on a des personnes plutôt branchées spiritualité, respiration, méditation, gratitude, lâcher prise, laisser faire, moment présent, qui ont développé une plus forte capacité souvent à voir la beauté, mais souvent plus de difficultés à prendre leur pouvoir. La magie et l'excellence réside dans l'usage alterné et mesuré d'opposés. Et donc du coup, ta vie devient une vie incroyablement maîtrisée, non pas contrôlée, quand tu es capable de non seulement voir la beauté des événements qui t'arrivent, que ce soit la remarque de ta maman désagréable, ou la remarque de ton boss, ou pour moi, la critique agressive et virulente sur YouTube du type « David, tu ne mérites pas de vivre », ou « t'es un gros con », ou « t'es trop jeune », ou « t'es moche », ou « t'es pas intéressant », hein, toute la magnificence des réseaux sociaux, bien sûr, qui va avec toutes les personnes qui me disent « t'es incroyable, t'es beau, je t'adore hein, », c'est les deux. Donc la capacité non seulement à voir la beauté dans ce qui me paraît pas beau, mais en plus de ça, la capacité à prendre mon pouvoir et faire des choses de ça. Apprendre de ça, changer des choses, développer des compétences que j'ai, créer un réseau, m'y prendre autrement. La capacité à faire les deux était selon Marc Aurèle le muscle le plus important à développer. Il y a un entrepreneur à Miami qui m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui a perdu la vue, non pas à la naissance mais plus tard. Et il dit cette phrase qui est incroyable, « Perdre la vue m'a ouvert les yeux ». Il explique que quand il a perdu la vue, une des choses qui étaient les plus douloureuses pour lui en tant qu'entrepreneur, c'est que pour gérer ses équipes,
il voyait plus les micro-expressions, le non-verbal. Et sur le coup, il s'est dit ah, j'ai perdu un truc incroyable. Pourquoi? Parce qu'il voyait que 50% de l'équation. Effectivement, il ne pourra plus voir les micro-expressions. Mais c'est pas parce qu'il ne peut plus voir les micro-expressions, donc il ne s'agit pas de nier ce qu'il ne voit plus, que pour autant, il n'est pas en train de voir quelque chose qu'il ne voyait pas avant. Et il explique que quand il s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité, l'opportunité de dire, vu que je ne vois pas, et ben du coup, on va doubler la quantité de choses qu'on exprime dans notre entreprise. Et là où avant, il y avait beaucoup de non-dits qu'il arrivait plus ou moins à capter par les micro-expressions, il a fait d'une règle que tout ce qu'on pense et ce qu'on ressent, on l'exprime aux autres. Il s'est retrouvé à avoir une entreprise où la transparence était beaucoup plus grande, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu autant de transparence dans sa boîte que depuis qu'il a perdu la vue. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est un des exemples, perdre la vue m'a ouvert les yeux, parce qu'au final, il voit beaucoup plus de choses dans sa boîte que depuis qu'il ne voit pas. Il n'est pas en train de dire qu'il souhaite aux gens de devenir aveugles, mais il est en train de voir les choses sous les deux côtés de la pièce. Pas qu'un côté de la pièce, il est ni en train de voir le verre à moitié vide, ni à moitié plein, il le voit tel qu'il est. Et donc c'est intéressant de te demander comment les événements difficiles de ta vie sont une ressource pour toi. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner des centaines de personnes et j'ai pu accompagner des personnes qui ont été battues, violées, des personnes qui ont perdu leur emploi, des personnes qui ont fait faillite. Et j'ai pu, et c'est pour moi, je pense, les moments les plus incroyables dans ma vie, c'est quand j'aide une personne qui est bloquée depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, à ressortir avec une force, un amour, une certitude qu'elle n'a jamais ressentie dans sa vie, même avant l'événement. Là encore récemment, je recevais un message d'une personne qui disait « David, donc j'ai eu un cancer, j'ai eu un accident, j'ai perdu un de mes proches, et grâce à ton travail, non seulement je me suis relevé, je suis en train d'en écrire un livre, j'ai appris à m'aimer, je suis en train de créer une association. » Et je disais « Waouh !» Et l'idée, c'est pas de dire « c'est facile », parce que moi, je suis personne pour pouvoir dire à la place de quelqu'un si je pourrais, moi, y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des hommes et des femmes de tout le temps dans l'histoire de l'humanité qui nous montrent que c'est possible de ressortir grandi des événements les plus difficiles et aussi des événements les plus faciles. Là encore, je voyais sur Instagram une nana qui a commenté, elle disait « mais ma mère a demandé pourquoi je suis renommée maman entraînement dans ton téléphone ». Et parce qu'en fait, dans un des séminaires, j'avais dit « renommez votre mère maman entraînement si quand elle vous appelle, elle a tendance à être assez critique ou de mauvaise humeur, pour que quand elle vous appelle, vous réalisez que c'est pas un problème qui est en train d'arriver, c'est l'entraînement qui commence. L'entraînement à gérer vos émotions, l'entraînement à ouvrir votre cœur. Donc elle renomme maman entraînement pour se rappeler à chaque fois que c'est l'entraînement qui démarre. Et c'est sa maman qui a vu « mais pourquoi tu m'as renommé maman entraînement ?» Mais ça, c'est l'art de transformer les choses et de dépasser les difficultés. Tout mon enseignement réside là-dessus, que ce soit pour des entrepreneurs qui ont 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou la personne qui démarre dans le sport, ou la personne qui veut créer une association pour l'écologie, ou alors par exemple une dame que j'aime beaucoup qui est chercheuse au CNRS, qui est très passionnée par l'écologie. Je l'ai aidé à voir comment toutes les difficultés de sa vie, des plus petites aux plus grandes, sont une ressource. La finalité, c'est quoi? Elle ressent une force, elle ressent une confiance, elle ressent un amour, elle ressent une énergie qu'elle n'a jamais ressentie, même avant certaines difficultés. Ce qui veut dire quelque chose de profond, que peut-être les plus grandes difficultés de ta vie sont peut-être les plus grands tremplins de ta vie. Alors tu peux résister à ça, à t'énerver, de dire tu sais pas de quoi je parle, ah mais il est trop jeune, il a 30 ans, il connaît rien de quoi il parle. Tu peux te dire ça si tu veux, et je comprendrai. Mais si vraiment t'es sûr de toi, bah je te conseille un truc. Va lire la biographie de 200 personnes qui ont vécu des enfances ou des difficultés considérées comme les plus horribles et qui ont fait des trucs incroyables. Ensuite, va rencontrer 200 personnes plus classiques, plus lambda, qui ont vécu des trucs difficiles et qui ont fait des trucs incroyables. Et après ces 400 personnes, eh ben, je veux bien qu'on rediscute de si vraiment c'est du délire. Je suis pas en train de dire que c'est facile, ni même que j'y arriverai à chaque fois, mais je suis en train de dire qu'un être humain qui développe ce muscle-là, il peut se créer une vie de couple sentimentale et professionnelle qui est dingue. Et pour ma part, que ça soit avoir eu des difficultés sexuelles en termes de avoir des pannes, être précoce, être timide, mal dans ma peau, avoir eu des pensées de suicide, en vouloir à mon père, avoir du mal à développer mon entreprise, avoir reçu des critiques virulentes et violentes sur les réseaux, je peux te dire que chacune de ces difficultés, aucune d'entre elles je les enlèverai, parce que toutes font l'homme que je suis aujourd'hui, ont ouvert encore plus mon cœur, m'ont rendu encore plus humble et m'ont aidé à devenir meilleur dans ce que je fais. Chaque chose qu'on vit, on a l'opportunité, soit comme dit Einstein, il y a 2 types de personnes, ceux qui pensent que dans la vie, rien n'est un miracle, ceux qui pensent que dans la vie, tout est un miracle, et les 2 ont raison ou les 2 ont tort.
Le quatrième élément dont j'ai envie de parler, dont j'ai déjà parlé, donc je vais faire plus court, qui est le fait d'embrasser la critique et les difficultés. Le facteur numéro 1 que je peux observer, même quand les gens d'ailleurs me disent que c'est pas le cas, qui les empêche d'avoir la vie qui les inspire, c'est cette peur viscérale et profonde et parfois inconsciente d'être critiqué. Parce qu'au fond, on le sait, qu'en étant un peu plus nous-mêmes, ça va déranger des gens. Déranger des gens qui vont être dérangés juste des fois parce que vous exprimez un système de valeurs qui est différent du leur, et donc c'est normal, l'être humain condamne et juge ce qui est différent de lui, ou alors peut-être parce que vous vous donnez une autorisation qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils aimeraient se donner, et c'est plus facile de vous critiquer que de s'avouer à soi-même qu'en fait ils rêvent de la même chose. Par exemple, ma maman quand elle a décidé de divorcer quand j'avais 2 ans, beaucoup de ses copines l'ont critiquée pour ça, et quelques années plus tard elle faisait pareil. Ça c'est courant de l'être humain, c'est-à-dire on va critiquer quelqu'un qui fait ce qu'au fond on aimerait faire. Ou alors tout simplement parce qu'ils sont mal dans leur peau et pas bien, et que c'est parfois une bonne mécanique pour sentir mieux quand t'es pas bien que de mettre ton énergie sur les autres. Dans les 3 cas, les gens t'en veulent pas en fait, ils te veulent pas du mal, ils sont juste dans leur monde à eux et dans leurs difficultés à eux. Et donc on a tellement peur d'être critiqué, et on sait qu'en étant nous-mêmes on va être critiqué, et on sait qu'en plus en étant nous-mêmes et en osant assumer nos idées, nos messages, et en le faisant avec ambition, on a une certitude absolue que d'être critiqué. Ça n'existe pas quelqu'un, homme ou femme, qui ait fait de quoi que ce soit de manière significative, qui a été critiqué. Et d'ailleurs, l'histoire est remplie de gens qui, pour le coup, osant aller au bout de leurs rêves et de ce qui les inspire et de leur ambition, en sont même morts. Martin Luther King, qui s'autorisait à avoir l'ambition que d'imaginer un monde où les noirs et les blancs pouvaient être unis, a été assassiné. Kennedy, au moment où il a décidé de favoriser le fait d'accélérer les choses pour que ça soit plus égal entre les noirs et les blancs, a été assassiné. Un autre exemple qui est très utilisé par les féministes, c'est une femme qui, pour le peu que j'ai lu sur son histoire, est incroyable. Alors je me considère pas du tout féministe en soi, mais par contre cette femme m'inspire énormément. Alors quand je dis que je me sens pas féministe, je me sens pas non plus pas féministe, hein, c'est juste, je me rattache pas à cette idée-là en soi. Mais cette femme qui s'appelle Olympe de Gouges, qui est née en 1748 à Montauban en France, cette femme, elle est allée au bout de ses idées, elle est auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a beaucoup participé à l'abolition de l'esclavage des Noirs, c'est une femme qui allait au bout de ses rêves et qui du coup a fini guillotinée à la fin de sa vie. Elle est devenue du coup un emblème pour le mouvement de la libération des femmes, et c'est pour ça qu'elle est utilisée beaucoup dans les mouvements féministes, qui ont d'ailleurs beaucoup de sens en soi, même si la raison pour laquelle je dis que je m'y rattache pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'extrémisme là-dedans. Mais par contre, je trouve ça incroyable de libérer la femme, tout comme libérer n'importe quelle personne d'ailleurs, ça m'inspire beaucoup. Et cette femme, c'est une femme qui a assumé ses idées. On est en 1748, donc on n'est pas du tout à la liberté d'expression comme elle est aujourd'hui. Et cette femme, elle a eu le courage, et ça m'a mis des frissons quand je disais ça, d'exprimer ses idées jusqu'au maximum, au point que vers les 40 ans, 45 ans, elle soit guillotinée. Et c'est très courant. Socrate, par exemple, croyait en des idées qui dérangeaient à l'époque la Grèce antique. Et Socrate, à 70 ans, a été, non pas guillotiné lui, mais on lui a demandé de boire un poison pareil, parce qu'il aurait pu choisir l'exil, mais il refusait l'exil parce que pour lui, c'était une manière d'aller à l'encontre de son système de valeurs et aller à l'encontre de ses idées. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui dans cette société et que le risque qu'on prend, c'est pas la guillotine, ni le poison, ni l'assassinat. On prend le risque d'être critiqué, de déranger. La société a quand même beaucoup évolué, et là je prends des exemples extrêmes de gens qui sont allés au bout de leurs idées, et qu'on soit d'accord, tous ne sont pas morts. Mandela n'a pas été assassiné, mais ça montre comment même les idées les plus magnifiques, les plus incroyables, sont pas forcément comprises, et en particulier dans un temps donné. Socrate, comme je vous le disais, était incompris par une partie des gens dans la Grèce antique. Et c'est bien plus tard souvent qu'on se rend compte que c'est intéressant. Les frères Wright, qui ont créé l'aviation, qui ont participé à faire exploser l'aviation, le gouvernement américain les trouvait inintéressants. Et c'est uniquement quand ils sont venus en France faire des démos de leurs avions en 1908, il me semble, qu'avec l'engouement des Français pour l'aviation et donc pour les frères Wright, les Américains se sont dit « Ouh, il y a quelque chose », et ils ont fait faire des tests aux frères Wright, et ça a fait décoller vraiment ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus des légendes et des héros d'histoire maintenant, pour être les premières personnes à avoir créé un avion à moteur. Mais encore une fois, ils ont essuyé beaucoup d'incompréhension et de critiques.
Et donc, je sais aujourd'hui, et c'est dans 100% de mes coachings, peu importe le niveau de réussite de la personne, il y a un truc consciemment ou inconsciemment qui empêche la personne de viser grand et qui l'empêche d'avancer vraiment. Et parfois, c'est tellement bien foutu qu'elle ne s'en rend pas compte. Et donc, le meilleur moyen de ne pas s'en rendre compte, c'est souvent qu'elle s'interdise d'avoir des rêves. Donc, quand je lui demande c'est quoi ton rêve, il n'y a rien qui sort. Parce qu'elle sait que si elle le sort inconsciemment, ça veut dire être critiquée. Ou alors, elle connaît le rêve, mais elle n'arrive pas à passer à l'action parce qu'elle sait que ce rêve-là implique d'être critiqué. Et quand je vous disais souvent, c'est lié à la procrastination, c'est lié à courir vers un rêve qui n'est pas le sien, la deuxième cause, vraiment plus grande, c'est d'être critiqué par les autres. Critiqué pour avoir échoué, critiqué pour s'être trompé, critiqué pour avoir fait des erreurs, critiqué pour être à contre-courant. On disait par exemple à Henry Ford, on lui disait à l'époque que les chevaux sont là pour rester et que l'automobile c'est seulement une mode. Aux Beatles, ils ont été rejetés plusieurs fois, on leur disait voilà, que la guitare électrique c'était terminé. J'aime beaucoup cette citation de Malcolm X qui dit « If you have no critics, you likely have no success ». Si tu n'as pas de gens qui te critiquent, tu n'auras pas de réussite. Et celle de Ralph Waldo Emerson « To be great is to be misunderstood ». D'être génial, d'être grand, c'est d'être incompris. C'est hyper important de se rendre compte que c'est un inévitable pour la grandeur et pour une vie incroyable que d'être critiqué. Et le plus bel exercice que je t'invite à faire, qui est une amorce par rapport à ce qu'on fait dans mes formations, une formation que je dédie typiquement à aider les gens à réaliser leurs rêves qui s'appelle Entraîner pour réussir, qui est un peu mon bébé. J'ai mis 3 ans à la créer et puis l'équipe a mis des centaines d'heures de montage dessus pour arriver à l'accoucher de cette formation, Entraîner pour réussir, et pas Programmer pour réussir qui vend un fantasme, non bien Entraîner pour réussir, c'est un entraînement du quotidien. Il y a plus de 4000 personnes qui l'ont fait aujourd'hui. On a des témoignages incroyables de gens qui ont impacté leur vie professionnelle, financière, relationnelle, couple, spirituelle, parce que c'est une formation qui est complète. Et on travaille ensemble sur embrasser la critique. Et un des exercices qu'on fait ensemble, c'est de voir comment la critique te rend service. La raison pour laquelle les gens sont effrayés de la critique, c'est qu'ils pensent que c'est quelque chose de juste douloureux. Mais encore une fois, c'est pas parce que je ne vois pas l'autre côté de la pièce que l'autre côté de la pièce n'existe pas. C'est pas parce qu'il fait nuit là où je suis que ça veut dire qu'il fait nuit partout sur la planète. Et donc, c'est intéressant de te demander en quoi les critiques m'aident. Les critiques, elles t'aident à plein de niveaux. Elles te rendent plus humble. Les critiques, souvent, elles te poussent à te bouger les fesses et à devenir meilleur. Les critiques, elles te rendent plus empathique. Les critiques, elles te rendent plus ouvert d'esprit. Et donc, quand tu te rends compte que les critiques, même les plus violentes, elles t'aident à t'aimer, elles t'aident à être plus à l'aise, elles t'aident à te bouger les fesses pour devenir meilleur et que la critique, du coup, devienne obsolète, et ben, t'es plus en rejet de la critique. Et tu n'espères plus une vie sans critique. Je n'espère pas une vie sans critique, parce qu'une vie sans critique, c'est une vie de médiocrité. Les critiques, qu'elles soient d'ailleurs constructives ou non, qu'elles soient valorisantes ou non, font partie de ce que tu as besoin pour la grandeur. Et aussi, c'est important de voir que dans beaucoup de critiques, même les plus virulentes ou violentes ou agressives, il y a souvent une perle à comprendre et à entendre, même que tu n'arrivais pas à entendre. Et il faut comprendre que beaucoup de gens autour de toi qui t'aiment n'osent pas te dire plein de choses. Et donc par exemple, quand les gens me disaient à l'époque « David, on dirait que tu as le costume de ton père », j'avais pas le costume de mon père, c'était agressif, c'était violent, je le vivais mal, mais c'est vrai que mon costume était trop grand. Et donc souvent les haters, c'est des gens qui vont te dire des choses que tu as besoin d'entendre pour réaliser tes rêves. Mais la plupart des gens préfèrent fermer les yeux et rêvent d'une vie sans critique et passent à côté de la vie qui les inspire. Le 5e élément, et c'est un des plus importants, les gens ne se rendent pas compte que tu ne peux pas avoir de la grandeur sans entraînement. Tu ne peux pas avoir de la grandeur si tu n'apprends pas au quotidien à faire des choses. Et donc, il ne s'agit pas de lire seulement des bouquins ou regarder des vidéos. Il s'agit d'être capable de prendre ton grand rêve, et c'est un des trucs qu'on fait dans Entraîner pour réussir. On prend ton grand rêve pour le découper en petites choses à faire au quotidien. De sorte que ça soit facile, de sorte que ça soit palpable. Et j'adore cette citation d'Henry Ford qui dit « Nothing is particularly hard if you break it down into small jobs ». Rien n'est particulièrement difficile si tu le découpes en petites étapes. Et ce que je me rends compte aujourd'hui autour de moi, c'est que les personnes, alors elles ont des grands rêves, elles disent ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire tel truc, mais elles ont beaucoup de mal à passer du rêve à qu'est-ce que je fais au quotidien, à comment je m'entraîne. Il y a une idée populaire qui dit « practice makes perfect », la pratique rend parfaite. En fait, c'est faux. La pratique t'assure juste de ne pas être mauvais. Mais il ne suffit pas de pratiquer. S'il suffisait de pratiquer, toutes les personnes qui courent tous les dimanches auraient le potentiel de gagner un marathon. Alors tu vas me dire, mais c'est qui court qu'une fois tous les dimanches. Mais tu peux courir comme tu cours le dimanche tous les jours, tu ne deviendras pas un champion. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du potentiel bien sûr génétique qui est à prendre en compte, il y a une manière bien spécifique de s'entraîner que j'ai pu apprendre au contact des sportifs de haut niveau. Cette manière, elle s'appelle la pratique délibérée. Je l'ai transformée en prenant d'autres choses, d'autres domaines,
pour créer ce que j'appelle l'entraînement délibéré. L'entraînement délibéré, c'est aujourd'hui le moyen le plus sûr et le plus garanti d'aider une personne à atteindre un résultat. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste, tu dis à la personne pratique ou apprends, mais c'est une manière bien spécifique. Je te donne un exemple. Il y a un pédagogue dans le tennis qui a des résultats incroyables dans sa capacité à transmettre le tennis. Pourquoi? Parce qu'il filme les super tennisman. Ensuite, la personne qui apprend le tennis va regarder le geste au ralenti. Elle pratique juste derrière un petit geste. Elle peut comparer en vidéo ce qu'elle a fait et ce que fait le champion. Et elle s'entraîne sur une petite chose. Et Ben Hogan, il avait une manière bien particulière de s'entraîner sur le golf. Il avait découpé chaque petit truc à faire dans le golf et s'entraînait de manière répétée sur juste un petit geste. Donc au lieu de pratiquer le golf, il s'entraînait par exemple juste à tenir son golf, juste à taper dans la balle. Et en découpant chaque chose petite, ça devenait accessible, il pouvait progresser et ton cerveau est très bon pour faire des petites choses et avoir un feedback immédiat. Et donc dans la pratique délibérée, l'idée c'est ça, c'est je vais prendre un grand truc, une grande pratique, la découper en plein de petites actions et m'entraîner sur ces petites actions et avoir un feedback immédiat pour savoir si je suis sur la bonne voie ou non. Et notre cerveau apprend vraiment comme ça. Notre cerveau est très mauvais pour apprendre quelque chose avec un feedback 1 an plus tard ou alors recevoir 2 ans de théorie et ensuite pratiquer. Et donc je t'encourage à vraiment t'entraîner. C'est dingue le nombre de choses que tu peux transformer et dépasser dans ta vie en t'entraînant. Les gens me disaient, David, il faut que tu acceptes que c'est comme ça au niveau de ta sexualité. C'est-à-dire en gros, t'es précoce, point final. La sexualité, en tout cas dans le cas de plein d'hommes, et ça a été le cas pour moi, ça peut s'entraîner, ça peut s'apprendre. J'ai appris à mieux respirer, j'ai appris à être plus à l'aise avec l'idée d'échouer, l'idée de ne pas être à la hauteur, l'idée d'être ridicule, j'ai appris à maîtriser mon énergie à l'intérieur de moi et j'ai pu passer de cette personne qui est pas du tout à l'aise dans la sexualité à quelqu'un qui a transformé littéralement sa sexualité. C'est tous ces événements et c'est pour ça que j'ai de la gratitude d'avoir démarré ma vie en me détestant et en détestant qui j'étais. C'est que ça m'a créé une croyance tellement forte que tout s'apprend. Les gens me disaient, David, ah t'es timide, c'est comme ça, faut que tu l'acceptes. La communication s'apprend. Ah David, tu t'exprimes mal, c'est pas facile de te comprendre. Et j'ai pu m'entraîner à articuler, m'entraîner à mieux m'exprimer, m'entraîner à onduler ma voix, m'entraîner à faire des silences pendant des heures, des années. Au point qu'il y a des personnes qui me disent aujourd'hui, David, apprends-moi à parler comme tu parles sur scène par exemple. C'est de l'entraînement. Et c'est une énorme bonne nouvelle aujourd'hui pour toi et moi. C'est que ton rêve, ce qui est important pour toi, les compétences dont tu as besoin, tu peux les apprendre. Et qu'il existe des milliers de personnes au travers de l'histoire de l'humanité qui nous montrent qu'elles étaient nulles au départ et qu'elles se sont entraînées. On a des exemples très connus comme Michael Jordan, viré de son équipe de basket, considéré comme trop mauvais et qui a le record, ou en tout cas un des records du nombre de paniers échoués et pour autant est une des légendes du basket. Tu peux tout apprendre. Alors encore une fois, je ne nie pas le potentiel génétique que tu as de base. Je pourrais m'entraîner au basket, je n'aurais pas les résultats que peut avoir Michael Jordan. Mais moi, je crois profondément que les rêves qui sommeillent à l'intérieur de nous, ils sont compatibles avec qui on est. Et donc, c'est bonne nouvelle. Je ne rêve pas d'être un Michael Jordan, certainement peut-être parce que mon cerveau est bien foutu. C'est que j'ai aucune chance. Les rêves que j'ai des chances. J'ai des chances en m'entraînant, en développant mes compétences. J'ai le rêve, comme je vous disais, d'avoir 1 million de personnes qui ont changé profondément leur vie. Et c'est en mon pouvoir, pas tout seul. On est en train de construire une équipe de gens talentueux, brillants, inspirés, qui ont la même ambition que moi, que d'aller avoir cet impact dans le monde. Et on développe nos compétences, on fait des meilleures vidéos, on améliore notre montage, on apprend encore plus sur la psychologie. Là, on est en train de s'entourer d'assistants de recherche scientifique pour amener de plus en plus l'aspect scientifique dans notre travail. On est en train de mettre le paquet pour aller vers ce rêve et cette vision. Mais du coup, ça devient accessible et palpable parce que c'est tout petit au quotidien. Les gens me disaient, David, ah mais tu seras pas à l'aise avec les nanas. J'ai découpé ça en des trucs tout petits comme aller parler avec une nana, juste lui parler, juste dire bonjour et partir. Et puis progressivement demander le numéro. Et les gens me disaient, mais David, tu les rappelles? Je dis non, pour l'instant je rappelle personne, c'est déjà trop difficile de demander le numéro. Et les gens voient pas et se rendent pas compte du nombre de choses incroyables que tu peux vivre en le faisant par petits pas. Mais l'entraînement délibéré, ça va largement au-delà que les petits pas, parce que c'est une manière scientifique d'apprendre, appliquer dans le sport de haut niveau, dans n'importe quel domaine. Alors j'ai largement étendu sur plein des clés, donc je vais avancer pour la 6e qui est une des plus importantes et très peu comprise. Alors sur le coup, tu vas me dire, bah ouais, c'est évident David. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'encore une fois, dans mon cas, j'ai vraiment 2 types de clients si je fais très grossier. J'ai les passionnés de la carrière et de l'argent. Ils veulent plus d'argent, plus de
de carrière, ils veulent une réussite sociale. Ils veulent souvent la belle maison, ils veulent vivre une aisance financière, être libre financièrement. Et j'ai l'autre partie, j'ai les pros bien-être, spiritualité. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir ces deux audiences qui se rejoignent dans mes salles. Et c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est que souvent, c'est pas souvent, à chaque fois, les personnes qui sont pro-carrière viennent me voir pour que je les aide à développer leur carrière et que je leur apprenne ce que moi j'ai galéré à faire, à avoir de la gratitude, à l'appréciation de là où ils en sont, parce que moi j'ai été en mode toujours plus, et avoir du mal à apprécier là où j'en suis. De l'autre côté, j'ai toutes les personnes qui sont plus branchées, méditation, respiration, loi d'attraction, lâcher prise, apprécier la vie, moment présent, qui viennent me voir pour les aider souvent à aller un cran plus loin là-dessus et que je les aide à s'organiser dans leur quotidien et passer à l'action et faire des choses. Et donc il y a un paradoxe, c'est que, à ton avis, dans lequel des deux univers, plutôt pro-action ou plutôt pro-bien-être, spiritualité, dans lequel des deux t'entends plus la notion d'apporter de la valeur aux autres? Tu as certainement deviné, dans le monde de la spiritualité. Paradoxalement, ceux qui se posent la question de la manière la plus efficace, c'est ceux-là. Donc c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que ceux qui ont l'intention la plus genuine, en anglais, la plus sincère d'avoir un impact dans le monde, sont là. Ceux qui, c'est vrai, ils sont un peu moins connectés à leur cœur et plein d'entre eux sont moins branchés à ça, mais qui néanmoins, dans les faits, se posent la question, c'est ici. Je m'explique, parce que là, ils vont dire « Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter ?» Tu vas comprendre de quoi je parle. Cette notion d'apporter de la valeur, elle est très connue dans le développement personnel et cette idée que forcément, plus tu as un impact dans le monde et plus tu apportes de la valeur aux autres, plus tu as une belle vie. Mais le truc, c'est que c'est une chose de le comprendre intellectuellement, c'est une autre chose de concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, ici, il y a un truc qui est très compris dans le monde de la start-up et de l'entrepreneuriat, c'est que ta réussite, elle est corrélée à ta capacité à résoudre des problèmes qui, et c'est là le truc hyper important, qui ont de la valeur pour l'autre. Et là où plein de gens ici sont coincés, c'est qu'ils essayent de faire des trucs qui ont de la valeur dans leur monde, mais que les autres ne voient pas tant que ça comme quelque chose de valeur. Du coup, je peux être incroyablement bon dans quelque chose qui pour moi a de la valeur, mais si en face, il n'y a personne pour qui ça a profondément de la valeur, il y a peu de raisons que pour lui, ça soit quelque chose de remarquable et donc pour lesquels il va être prêt à investir des pensées, du temps, de l'énergie et voire de l'argent. Et donc je vais pas débattre là-dessus parce qu'encore une fois, c'est pas l'idée. Mais ce qui est super intéressant, c'est que là, souvent, je les aide à se rendre compte que il y a de la beauté à aimer ses clients, à avoir de l'amour pour le monde et à avoir un désir qui est plus profond et plus sincère vis-à-vis des autres. Mais là, souvent, je les aide à se poser la question de manière plus pragmatique et c'est un ensemble de 9 étapes sur lesquelles on travaille. Je vais vous les donner rapidement. La première chose, c'est identifier qui est-ce que tu as envie de servir. Alors quand je dis qui, ça peut être des personnes, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des organisations. Qui tu as envie de servir? Auprès de qui tu veux avoir un impact? Deuxième question, c'est quoi les problèmes qu'ils ont? Et pas juste là, ils sont pas heureux. C'est quoi les problèmes qu'ils ont, les frustrations qu'ils ont, les rêves qu'ils ont, les désirs qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils veulent profondément changer dans leur vie? Sous-entendu, en secret pour eux-mêmes, ils se disent « si seulement je pouvais résoudre » et complète la phrase. Troisième chose, dans tous les problèmes que ces gens-là ont, lequel des problèmes, toi, tu as le plus envie de les aider à résoudre et tu te sens soit le plus compétent à les aider à résoudre ou alors tu aimes tellement ce domaine que tu es prêt à investir des pensées, du temps, de l'énergie et de l'argent sur les 10 prochaines années pour devenir extrêmement bon pour les aider à résoudre ces problèmes. Donc 1, qui je veux servir. 2, c'est quoi leurs problèmes. 3, dans les problèmes qu'ils ont et les rêves qu'ils ont, lesquels de ces problèmes-là, je sais que je vais aimer les résoudre. Et quand je dis aimer, c'est pas juste intellectuellement j'ai envie. Par exemple, j'aurais envie que les gens guérissent du sida. Mais les compétences que ça me demande, je ne les aime pas. Je ne suis pas assez passionné par la médecine comme l'est un médecin. Par contre, et résoudre les questions de comment aller au bout d'un rêve pour moi et faire des trucs à l'échelle internationale, le problème que les gens qui veulent ça ont, ce problème-là, les compétences de décortiquer la réussite, la productivité, l'organisation, la gratitude, l'amour de soi, ça, craquer le code de ça à un niveau des plus remarquables mondialement, j'ai envie d'investir ma vie, mais c'est pas 10 ans, les 50, 70, 100, 200, je sais pas combien de temps on vivra, d'années, j'ai envie d'investir ce temps là-dedans. Donc par exemple pour moi, je sais que je veux servir les gens qui sont ambitieux. Comment je définis les gens ambitieux? Les gens qui s'autorisent à connecter aux plus grands rêves qui sommeillent à l'intérieur d'eux. J'ai envie de servir ces gens-là, les gens qui rêvent de trucs grands.
et qui sont prêts à tout donner pour ça. Extrêmes, des gens extrêmes qui sont prêts à tout donner pour ça. Pour leur rêve le plus grand à l'intérieur d'eux, ou ceux qui l'ont pas encore découvert mais qui veulent découvrir ça. Ils résonnent avec cette idée-là. Moi je sais que je veux servir ces gens-là. Le problème, c'est qu'il leur manque la structure, quoi faire au quotidien. Autre problème, ils ont du mal à s'aimer. Autre problème, ils sont impatients. Autre problème, ils se comparent. Autre problème, ils connaissent pas les séquences des meilleurs sportifs, meilleurs entrepreneurs, meilleurs artistes. Ça, c'est un sujet que j'aime. C'est un sujet aujourd'hui où je suis compétent et c'est un sujet où je veux devenir encore plus compétent. Et donc là, ça m'amène à la 4e étape, développer les compétences et le réseau de plus en plus pour pouvoir résoudre ce problème, soit de plus en plus rapidement, soit avec le plus de probabilité, soit avec le plus d'efficacité. Donc c'est soit rapidité, soit probabilité, soit efficacité. Donc c'est quoi la différence? Rapidité, vitesse, ça prend moins de temps que ce que les autres sont capables de faire. Imaginons que j'ai un de mes clients qui est ostéopathe, être capable de soigner les maux du dos de la personne plus vite que quelqu'un d'autre. Autre possibilité, sur 100 personnes qui ont mal au dos, si là où les autres arrivent à j'en sais rien, on va faire un chiffre bidon, aider 70% du temps, que lui passe à 80% du temps qu'il arrive à les aider. 3e possibilité, efficacité ou intensité, c'est dans le sens, il y a des problématiques que quasiment aucun ostéopathe arrive à résoudre, que lui arrive à les résoudre. Si tu développes l'un des 3 axes, rapidité, probabilité, efficacité, je peux te garantir, tu t'attires des opportunités. Que ce soit si tu es avocat, ou dans l'écologie, ou dans la prise de parole en public, ou dans la vidéo, ce que tu veux. Dans mon cas, je voue une obsession à développer des outils de coaching. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cette réussite-là aujourd'hui, et que les gens me recommandent, et que les gens viennent dans mes séminaires, et qu'il y a 4000 personnes qui ont fait ma formation en ligne. C'est parce que j'ai développé un ensemble d'outils tactiques qui font. Encore tout à l'heure, j'ai reçu, ça date d'aujourd'hui, je vais vous le lire. Je cherchais un moyen pour passer au niveau supérieur, je l'ai trouvé. Je l'ai vu ce soir où je t'ai écouté pour la première fois. Merci pour toutes ces vidéos. Les outils qu'ils donnent sont efficaces et font prodigieusement avancer. Ils s'ancrent dans le mental, enfin quelque chose d'efficace et durable. Ça, c'est ma victoire. Et je fais tout pour augmenter ça. Ça m'amène à la 5e étape qui est de tout faire pour résoudre le problème dans la vraie vie, pas dans la théorie des personnes. Et j'insiste, la notion de valeur, elle n'est pas déterminée uniquement par ce qui a de la valeur pour toi, mais ce qui a de la valeur pour les gens en face. 6e étape, demander du feedback. Et là, c'est là où l'ego rentre en jeu. On a tellement peur d'être considéré comme nul qu'on ne veut pas prendre du feedback parce qu'on préfère rester dans l'illusion qu'on est déjà bon. Prends du feedback. Et encore plus des gens satisfaits, encore plus des gens qui pensent que tu es nul parce qu'ils peuvent t'aider à progresser. Prends du feedback et améliore parce que tu ne vises pas sur un mois, tu vises sur 10 ans. Tu vises pour créer quelque chose d'incroyable. Moi, ce que je vise, c'est créer quelque chose qui bouleverse profondément et de manière durable la vie d'1 million de personnes. Et pour ça, je suis prêt à prendre tous les feedbacks agréables et désagréables. 7e, t'améliores en permanence ce que tu fais. 8e, maintenant que tu as créé quelque chose qui est déjà au-dessus de la moyenne des gens, apprends à parler de ce que tu fais. Parle-en un maximum. Parce que si tu gardes ta capacité à apporter de la valeur tout seul et qu'aucune entreprise est au courant de ce que tu peux faire, personne ne va t'embaucher. Si tu es super masseur et que personne n'est au courant que tu masses très bien, personne ne va vouloir être massé par toi. T'apprends à en parler. Maintenant, il faut comprendre que chaque personne a son système de valeur. Donc maintenant, tu dois non seulement apprendre à en parler, mais tu dois apprendre à en parler d'une manière où l'autre voit la valeur que ça a là pour lui. Par exemple, si tu es masseur, mais que la personne, son système de valeur en premier, c'est ses enfants, et qu'elle n'arrive pas à voir en quoi être massée, ça va avoir un impact sur ses enfants, c'est mort. Elle ne s'intéressera pas à toi. Donc apprendre à communiquer tes idées et la valeur que tu es capable d'apporter d'une manière où l'autre voit la valeur, ça, c'est la 9e compétence importante. Et donc, la 6e clé, c'est de vouloir profondément avoir un impact dans la vie des autres, pas tout le monde, certaines personnes, et de changer profondément la vie des gens. Pas seulement dans l'intention, pas seulement dans le désir, mais de factuellement tout faire et tout donner. J'adore ces 2 phrases de Maximus dans Gladiateur. 1, nos actes résonnent dans l'éternité. Et 2, je vais leur donner quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Ton but, c'est ça. Devenir extrêmement bon pour résoudre des problèmes du monde. Mais pas seulement sur le papier. Pas seulement quand tu médites. Réellement. Le problème peut être que la personne n'arrive pas à méditer et tu développes une manière d'aider les gens à méditer qui est remarquablement efficace. Ça peut être un problème financier, les gens n'arrivent pas à gérer leurs finances, tu développes un moyen de les aider à gérer leurs finances. Le problème peut être juridique, tu développes un moyen facile, accessible pour les personnes de se protéger juridiquement en cas de divorce. Je ne sais pas ce que c'est.
tu développes une manière de synthétiser des idées, tu développes une faculté à gérer et manager des équipes de sorte que tu es une perle pour une entreprise. Ce que je sais avec certitude, c'est que ta vie devient profondément riche quand tu changes la vie des gens. Mais il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de le ressentir. Et c'est ça qui fait le croisement des deux mondes. C'est te connecter à ton cœur et te dire qui j'ai envie de servir, quelle vie j'ai envie de changer. Et ensuite, mettre les actions, développer les compétences, te regarder toi-même, prendre les feedbacks agréables ou désagréables et aller changer le plus de vies possible. Pas sur un mois, mais jouer sur 10 ans, sur 20 ans. Et si tu fais ça, que tu fais ce que tu aimes, parce que tu aimes ce que tu es en train d'apprendre à étudier, que tu as l'ambition d'aller t'autoriser à rêver le plus grand rêve qui sommeille à l'intérieur de toi, le rêve que peut-être tu as depuis des années, le rêve qui va donner un sourire à l'enfant qui est à l'intérieur de toi, le rêve qui va te rendre fier de toi et avoir des larmes aux yeux au dernier jour de ta vie. Qu'en plus de ça, tu apprends à dépasser les difficultés de ton passé et les difficultés de ton présent. Et non seulement apprendre à les aimer, à les embrasser, à les accepter, mais au-delà de ça, avoir de l'énergie, à trouver l'opportunité, à en créer des opportunités et à même créer des opportunités pour toi et pour les autres et pour le monde. Que tu embrasses les critiques et le rejet des autres parce que tu comprends que c'est inévitable et qu'aucune chose significative et grande n'a été faite sans critique. Et que tu es prêt à non seulement faire ce que tu aimes, être ambitieux, embrasser les difficultés, embrasser les critiques et tu es prêt aussi à t'entraîner dans ton quotidien, à faire ce que peu de gens font. Parce que c'est facile de parler, c'est facile de rêver, c'est autre chose que de s'exercer à s'entraîner avec une méthode bien spécifique qui s'appelle l'entraînement délibéré. Et enfin, de te rendre compte que la seule chose qui détermine le bien-être d'un être humain et la réussite d'un être humain, c'est la capacité que tu as à impacter des vies. Comment on se sent quand on permet à quelqu'un d'être plus heureux? Comment on se sent quand on résout le plus gros problème de quelqu'un? On se sent milliardaire, on se sent riche. Au-delà de même, est-ce qu'il nous paye? Et c'est ça qui rend la vie incroyable. Quand tu fais ce que t'aimes et que ça change des vies et que tu t'autorises à aller aussi grand que tu veux et que tu te vois progresser et que tu embrasses les critiques et les difficultés comme une opportunité d'aller vers ça, t'es branché à ce qu'on pourrait appeler ta mission de vie et ta vie, elle est incroyable. Et c'est ça dont j'avais envie de contribuer dans cette vidéo avec vous, c'est cette vie incroyable, cette vie de dingue. Et moi, j'aspire qu'il y a une seule chose, que cette vidéo, peu importe combien de personnes elle a inspiré, mais si toi elle t'a inspiré, si elle a inspiré une personne, je me dis ça valait le coup. Regarde cette vidéo peut-être une deuxième fois et passe à l'action. Et écris-moi ce soir, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un an, ou dans 10 ans, ou dans Entraîner pour réussir, ou n'importe comment. Écris-moi, non pas en me disant j'ai aimé ta vidéo, écris-moi sur je suis allé voir mon père et je l'ai pris dans mes bras. Je suis allé voir ma mère et je lui ai fait un SMS d'amour. J'ai postulé dans le job de mes rêves. J'avais envie de parler d'écologie, j'osais pas. J'ai pris un micro, j'en ai parlé. J'ai fait un blog, j'ai fait des vidéos sur le sujet. J'ai osé créer une entreprise, j'ai fait mon tour du monde. J'ai osé avoir le rêve de participer à qu'on s'occupe différemment des animaux dans le monde. J'ai pas juste dit que ça allait pas, j'ai agi pour que ça change. Moi, ce que je rêve, c'est que tu me dises potentiellement qu'on se croise au dernier jour de notre vie. Je sais pas si on mourra ensemble, hein, peut-être. Qu'on se croise au dernier jour de l'un ou l'autre de notre vie et que tu puisses me dire les larmes aux yeux. Merci David, pas pour la conférence. Merci David, parce que depuis ce jour-là, j'ai fait des choses que je ne faisais pas dans ma vie. Je me suis honoré et je suis fier de moi. C'est ça la vraie conversation. Faire quelque chose qui te rend fier de toi. Et autorise-toi à mobiliser autour de toi des mentors, des sources d'inspiration, des formations, des livres. On vit dans une époque incroyable où il existe des gens qui se dédient à nous. Moi, j'aurais pas le centième de la vie que j'ai sans tous les gens qui ont écrit des livres qui ont impacté ma vie, sans les gens qui m'ont coaché personnellement, sans les gens qui ont fait des formations en ligne, en vidéo. Ces gens-là ont changé ma vie. Certains d'entre eux sont même décédés. Certains d'entre eux ne le savent même pas. Ils ont changé ma vie. On vit dans une époque où jamais ça a été aussi accessible de changer sa vie à partir du moment où on se donne l'autorisation de miser sur soi. Ce que tu es en train de faire en regardant cette vidéo, ça me montre si tu es toujours là, que tu mises sur toi-même et que tu es quelqu'un qui te contente pas du statu quo et qui a envie de changer des choses. Donc investis sur toi, passe à l'action et comme j'aime bien finir mes formations avec ça, le plus important, et c'est ça maîtriser sa vie, c'est quand le murmure de l'intérieur, la flamme à l'intérieur, elle est plus forte, elle est plus grande que tous les murmures et tous les avis de l'extérieur. Quand tu vas vers ce qui t'inspire, peu importe ce que les gens pensent, tu maîtrises ta vie et tu as une vie de dingue. Je te souhaite une magnifique journée, je te souhaite de passer à l'action et d'avoir de l'impact dans la vie des autres. Parce que c'est la plus belle chose qui remplit tout être humain, c'est avoir un impact dans la vie des autres. Allez, je t'aime, passe à l'action, on avance ensemble. Cette année, c'est